Oh, mais t'es vraiment comme toutes les nanas, toi, tu comprends rien à la géométrie. Mais comment Sinon, ça, vous comme êtes nuls. toutes les nanas là? Bah, vous êtes toutes nulles en géométrie. Mais De c'est toute façon, toi qui dans es nul n'importe en quelle fait. matière, vous êtes nuls. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, c'est la journée de la femme. Dans les cadres des EPI, nous avons décidé de vous présenter quelques portraits de femmes. Et nous sommes la classe de 3e 3. Vous les femmes. Sophie Scholl est née le 9 mai 1921. En 1942, elle étudie à l'université la philosophie et la biologie. Au début, elle était pour le nazisme et comme le reste des jeunes Allemands, elle a été embrigadée dans les jeunesses hitlériennes. Elle y ressent très tôt les restrictions de liberté, notamment celles de pensée et de religion. Elle s'engage donc dans le groupe de la Rose Blanche en 1942. Son frère Hans, qui est né le 9 mai 1921, étudie la médecine en 1939 et en 1940, il crée la Rose Blanche avec son ami Alexander Schmorl. Sophie va jouer un rôle important dans la distribution des tracts anti-nazis. 18 février 1943, Sophie et son frère Hans sont arrêtés. Le 22 février 1943, ils sont guillotinés, car le concierge de l'université les a dénoncés d'avoir distribué des tracts anti-nazis. Vous les femmes. Catherine MacDonald, une infirmière canadienne durant la Première Guerre mondiale. Lors de la guerre des tranchées, les infirmières jouaient un grand rôle qui consistait à aider les soldats dans leurs toilettes, à seconder les chirurgiens qui les opéraient, mais également à soutenir les combattants tout au long de leur processus de guérison. La plupart travaillaient bénévolement malgré le danger. Catherine MacDonald fut partie des 2504 infirmières canadiennes envoyées en Europe. Elle servait dans l'un des hôpitaux le plus près du front. Comme toutes les infirmières, elle portait une coiffe et une blouse blanche. Elle conduisait les ambulances transportant les blessés. Elle aimait aider et servir les autres et elle était fière de tout ce qu'elle avait pu entrevoir durant la Première Guerre mondiale. Elle décéda à 31 ans le 19 mai 1918 dans son hôpital touché par les bombes. Elle fut la première infirmière canadienne sur les 53 à être tuée durant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle est enterrée au cimetière militaire au nord de la ville d'Étal. Vous les femmes. Il n'y a pas un contrat national aujourd'hui. Ah bon? Si, c'est sur Rigoberta Menchú. Elle est née en 1959 au Guatemala. Puis durant son enfance, elle a travaillé en tant que paysanne. Moi, je crois que quand elle était jeune, il y avait de la discrimination avec elle. Elle a travaillé elle était dans la misère et elle a vu son frère mourir devant ses yeux, des trucs comme ça. Ouais. Puis c'était pas engagée avec le progressivement contre l'injustice sociale, non? Si. Je crois. Elle est partie au Mexique aussi. Ouais, elle s'est exiliée. Ouais. Elle a écrit des livres aussi. Ouais. Et en 1992, elle a reçu un prix Nobel de la paix. Là, elle voyage encore et elle va expliquer son histoire, l'histoire de sa vie un peu partout. Avec son déguisement? Ouais, toujours avec son costume. Toujours avec son costume. Ouais. Vous les femmes. Elle est née le 6 juillet 1907. Elle est d'origine mexicaine. À 18 ans, elle a eu un accident de bus et s'est cassé la colonne vertébrale. Toute sa vie, sa santé a été fragile. Elle souffrait de poliomyélite. Elle subit de nombreuses interventions chirurgicales, mais reste paralysée. Elle suivit malgré tout des études de médecine. Pour passer le temps, elle commence à peindre pour exprimer sa douleur dans son lit d'hôpital. C'est à ce moment-là que sa carrière de peintre commence. Elle a fait de célèbres tableaux comme La colonne brisée. Elle a dû avorter à cause de ses problèmes de santé et donc elle a tenté de se suicider. Dès son jeune âge, elle refuse la société mexicaine très machiste. Elle veut voyager, faire des études, elle veut la liberté et le plaisir. Elle est morte en 1954 à 47 ans. Vous les femmes. Flash spécial, bonjour et bienvenue dans le petit journal du 9 octobre 2012. Aujourd'hui, un drame épouvantable est survenu dans un bus scolaire au Pakistan. C'est ce matin que la jeune pakistanaise Malala Yousafzai, tout juste âgée de 15 ans, s'est fait tirer une balle dans la tête. Alors qu'elle se rendait à l'école, le bus scolaire s'est arrêté brusquement pour laisser rentrer deux hommes masqués qui avaient pour but d'assassiner la jeune fille. Malala est née le 12 juillet 1997 au Pakistan dans la vallée du Swat et depuis son plus jeune âge, elle est plongée dans le militantisme. C'est à l'âge de 11 ans qu'elle se fait connaître par le grand public. Alors qu'elle accompagnait son père à une conférence de presse à Peshawar, elle dénonça les talibans qui détruisaient les écoles et imposaient la charia. À cette heure-ci, la jeune fille a été transférée dans
dans un hôpital britannique. Elle est actuellement dans le coma. Par miracle, son cerveau n'est pas touché et les médecins estiment que ses jours ne sont pas en danger. Merci de nous avoir écoutés et à ce soir pour le petit journal de 20h. Flash spécial, bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 11 octobre 2014. Malala Yousafzai, adolescente pakistanaise qui a miraculeusement survécu à une balle tirée dans la tête il y a maintenant plus de 10 ans, est maintenant une icône du droit des filles à l'éducation face à l'extrémisme. Ce vendredi 10 octobre 2014, le prix Nobel lui a été décerné à elle et à Kailash Satyarthi pour leur combat contre l'opération des enfants et des jeunes et pour le droit de tous les enfants à l'éducation. C'est lors de son discours que Malala prononce ces mots. Je veux devenir une femme politique plus tard. Je veux changer l'avenir de mon pays et rendre l'éducation obligatoire. Cela fait depuis 2011 que la jeune fille enchaîne les prix et les récompenses. Elle reçoit par exemple le prix international des enfants pour la paix, le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, le prix Anna Politkovskaya et le prix Sakharov du Parlement européen. Avec la médiatisation de son histoire, l'adolescente est devenue une héroïne et une icône du combat pour le droit à l'éducation. Vous les femmes. Le nom de jeune fille de Marjane Satrapi est Marjane Ibrahimi. Elle est née le 27 juin 1969. Elle est auteure de BD, scénariste depuis 2007. En 1984, elle rentre au lycée français de Vienne en Autriche où elle y reste pendant 4 ans. En 1994, elle va en France pour faire ses études à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Entre 2000 et 2003, elle publie 4 tomes de Persépolis, d'où elle obtient un très grand succès critique et commercial. En 2003, elle publie le livre Broderie qui est renommé dans la catégorie du meilleur album au Festival d'Angoulême en 2004. Entre 2005 et 2007, en partenariat avec Vincent Paronneau, elle publie Persépolis, l'adaptation de sa bande dessinée autobiographique en long métrage et en noir et blanc. Il sort le 27 juin 2007. Il est projeté au Festival de Cannes 2007 au sein de la sélection officielle. Elle est nommée à l'Oscar en 2008 du meilleur film d'animation. Née le 17 juillet 1954. J'ai fait des études de physique. Marie Curie. Non, mauvaise réponse. Je suis mariée de 1976 à 1982 à un physicien. Je suis la fille d'un pasteur et d'une professeure d'anglais et de latin. Je deviens ministre fédéral des femmes et de la jeunesse en 1990. J'ai rencontré de nombreux présidents. Hillary Clinton. Non, toujours pas. J'ai une politique migratoire très controversée en Europe et dans le monde entier. Je suis une célèbre femme allemande et je deviens chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Merkel. Bonne réponse. Je finis. Je suis la femme la plus puissante du monde. Je suis Angela Merkel. Vous les femmes. Je voulais te demander, vous faites quoi en histoire en ce moment? On est en train d'étudier Lucie Aubrac. Ça te dit quelque chose? Non, pas vraiment. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur elle? Oui, elle était professeure d'histoire géo et ingénieure. Elle était mariée à Raymond Aubrac. Ah, ça me dit quelque chose. Par hasard, elle ne serait pas entrée dans la résistance à Clermont-Ferrand? Si, elle était une membre active d'un mouvement de résistance qui s'appelait Libération Sud-Lyon. Elle a participé à la création de ce projet. Ah, ça y est, les souvenirs me reviennent. Par hasard, elle n'aurait pas organisé l'évasion de son mari, Raymond Aubrac, qui s'était fait arrêter avec Jean Moulin en 1943? Si, c'est tout à fait ça. Tu vois que tu connais. Je ne suis pas entrée en résistance, j'étais résistante. Je suis née en 1912, donc ma jeunesse et mon adolescence se sont passées entre deux guerres et les deux sujets essentiels étaient plus jamais de guerre et l'armistice parce qu'on voyait montrer le racisme et que pour nous, étudiants, c'était épouvantable. J'étais donc déjà formée à l'idée de résister. Le pays occupé, Pétain qui supprime le droit de vote et les assemblées élues, les menaces et les actions antisémites, tout ça m'a conditionnée au mois de novembre 1940 à informer les gens. Mon entrée en résistance, c'est le souci d'informer les gens. C'est comme ça qu'on a créé Libération Sud. En décembre 1940, j'ai rencontré accidentellement à Lyon Lucie Aubrac dans la rue.
Lucie Aubrac se chargeait notamment d'achat d'ustensiles, encre pour Ronéo, d'achat de papier, etc. D'autre part, avec son mari et une équipe de techniciens, ils étaient chargés de réunir les pièces pour monter les postes émetteurs clandestins. Et tu te souviens, quand elle est partie travailler pour la BBC à Londres, je ne me rappelle plus l'année. C'était au cours de l'année 1944. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. À très vite.